Bah, j'ai reçu ton ordinateur. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La puce à l'oreille. En 15 minutes chrono, l'informatique et ses concepts nébuleux sont rendus simples, concrets, pratiques, accessibles. Sur un temps ludique, on explore les différentes possibilités offertes par le numérique et surtout, on les dépasse pour imaginer un horizon virtuel plus désirable. On le sait, le numérique et la tech ne sont pas toujours tendres avec les femmes. De l'histoire de l'informatique où le nom d'Ada Lovelace s'efface au profit d'un certain Charles Babbage, à la proportion très minoritaire de femmes informaticiennes dans les rangs des développeurs, jusqu'aux cyberviolences dont elles sont victimes. Il ne fait pas toujours bon être une femme dans le cyberespace. Pour l'instant, en tout cas. Car reconquérir ce territoire, c'est précisément l'une des missions d'Anastasia Kondratieva, une designeuse franco-ukrainienne, également conseillère en innovation sociale pour les entreprises. Elle est l'invitée de ce nouvel épisode de La puce à l'oreille, dans lequel on parle de la responsabilité du designer, de la designeuse, dans la conception des produits et services numériques. Cette démarche porte un nom, on parle d'inclusion by design, de design inclusif dans la langue de Molière. Et vous le verrez, nous allons parler aussi de féminisme dans la tech. Anastasia est une personne engagée qui milite pour la création de communautés sorores dans le numérique afin de faire émerger de nouvelles voix féminines, inclusives et même féministes dans ce domaine qui en manque encore cruellement. Bonne écoute! Pour essayer de comprendre le design inclusif, nous avons d'abord évoqué le vaste domaine de l'innovation sociale avec Anastasia. Vous allez voir, ça donne un bon fil rouge pour entrer ensuite dans le cœur du sujet. Que représente pour vous l'innovation sociale, Anastasia ? Je pense que quand on parle de l'innovation sociale, on parle avant tout de l'impact qu'une entreprise en question ou qu'une équipe, par exemple, faisant partie de cette entreprise-là, peut avoir vis-à-vis de ses actions internes, mais aussi vis-à-vis de ses actions externes et aussi vis-à-vis de ses potentielles collaborations, les missions au bénéfice, par exemple, d'une ONG française ou autre. En effet, d'après le sociologue canadien James Taylor, qui est le premier à parler d'innovation sociale, on est là dans les années 70, ce terme désigne de nouvelles façons de concevoir des produits dans le but clair et précis de répondre à des besoins sociaux. Et des besoins sociaux, il y en a beaucoup, et surtout, beaucoup plus qu'on ne le croit. Ce n'est pas Anastasia Kondratieva qui nous dira le contraire. L'innovation sociale, pour moi, aujourd'hui, c'est un champ assez large et j'aimerais pas me limiter uniquement à une seule thématique puisque toutes ces thématiques-là, elles sont entièrement liées. Le développement durable, le climat, le féminisme, on va aller beaucoup plus au-delà et parler plutôt de l'égalité des genres et même pas des sexes. Ensuite, tout ce qui touche la santé mentale, puisque c'est un sujet aussi qui me préoccupe beaucoup, et l'égalité des chances dans le sens le plus large du terme, et bien évidemment l'accessibilité, c'est-à-dire la place des personnes en situation de handicap et le handicap aussi dans le sens le plus large du terme dans la société actuelle aujourd'hui. Alors maintenant, rapprochons-nous du design. Dans ce domaine, l'approche éthique consiste à explorer des pratiques de conception responsables et durables. Il s'agit en fait d'une démarche, d'une façon de voir les choses et même de se remettre en question. C'est bien ça, Anastasia. Notre rôle, c'est avant tout de se poser les bonnes questions quand on parle de l'innovation sociale. C'est vraiment la place que nous, on s'accorde et aussi la place qu'on accorde à nos projets et aux entreprises qui proposent les projets et les missions en disant mais quel serait finalement mon rôle en tant que concepteur et conceptrice dans le changement à long terme, ça veut dire le changement profond, le changement systémique de la société, des sociétés et du monde entier. Alors vous avez sans doute déjà entendu parler d'UX design pour expérience utilisateur et même disons expérience utilisatrice. Et si ce n'est pas le cas, on vous recommande chaleureusement d'écouter l'épisode 9 de La puce à l'oreille à ce sujet. On y explore notamment l'UX design avec Célia Audan qui est l'un des cerveaux derrière le jeu Fortnite. C'est chut.
Eh bien aujourd'hui, on ne parle pas simplement d'UX design, on parle aussi de Human-Centered Experience. Autrement dit, on passe d'une expérience centrée utilisateur, utilisatrice, à une expérience centrée sur l'humain. Et faire ce pas sémantique, ce n'est pas si anodin qu'il y paraît, car cela permet de mettre l'accent sur l'importance de l'inclusion dans le design. Le rôle d'un designer ou d'une designeuse, c'est avant tout de garder en tête cet esprit éthique, mais aussi peut-être faire un pas de côté en se disant qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus les concepteurs et les conceptrices tels que l'on pouvait être il y a 20 ans, il y a 30 ans, ou par exemple quand on parle de l'éducation qu'on peut avoir dans un certain nombre d'écoles de design ou de digital, et peut-être changer un petit peu notre regard en disant on passe du rôle du concepteur et de la conceptrice à plutôt un rôle de facilitateur et facilitatrice. Ça veut dire que je suis là, tout comme médecin, pour écouter, pour proposer un diagnostic, mais je reste toujours à l'extérieur et je donne cet espace à mes utilisateurs et utilisatrices pour agir, pour réagir face au projet que moi je leur soumets, que je leur propose. Et oui, le design est lui aussi touché par les biais de genre, le manque de représentation, le langage non inclusif, les stéréotypes. Vous avez peut-être déjà remarqué que les concepteurs ont tendance à féminiser les noms des assistants vocaux. On parle plus d'assistantes vocales comme Alexa. Eh bien, c'est pas un hasard. Bref, pour faire des cyberservices plus justes et plus égalitaires, il y a du pain sur la planche. Et à ce sujet, Anastasia Kondratieva adresse une problématique bien spécifique. Une autre, en tout cas, démarche quand il s'agit du design féministe, c'est aussi d'être contributeur et contributrice de ce qu'on appelle la réduction de gender data gap. Ça veut dire que quand il s'agit d'une conception, que ce soit une conception numérique ou que ce soit une conception d'un produit-service tout court, on n'a pas suffisamment de données sur l'usage de ce produit-là en question ou d'un service en question par les femmes. Et la première question à chaque fois que l'on me pose, c'est mais qu'est-ce qu'on en fait ? Et je trouve que la réponse, elle est suffisamment simple. Pour le réduire, il faut avoir plus de données. Ça veut dire que nous, en tant que designers, designeuses, notre rôle aussi, c'est de contribuer à la recherche et élargir à chaque fois son champ de vision, en allant chercher à chaque fois les personnes qui ne seraient pas forcément peut-être les bénéficiaires directs d'un service ou d'un produit en question, mais dont la voix et dont l'usage compte. Et oui, car la révolution numérique est aussi une révolution culturelle. Saviez-vous que d'après une étude menée par BPI-France en 2019 pour le groupe Orange, les entreprises créées par les femmes ne recueillent que 7% du total des levées de fonds ? Ces femmes entrepreneurs innovent dans la santé, l'éducation, le soin. Elles répondent à des problématiques longtemps boudées par la sphère business traditionnelle. Le postpartum, l'endométriose, la dysménorrhée ne sont que quelques exemples parmi tant d'autres. Donc ces sujets-là, je pense qu'il faut les traiter davantage et surtout il faut les traiter avec une sensibilité, avec beaucoup plus de sensibilité qu'on a aujourd'hui et surtout ne pas avoir peur d'en parler parce que plus on en parle, plus on réduit ce manque de données et plus on cite des personnes qui n'étaient pas peut-être forcément soit touchées par la cause, soit informées par la cause, de s'actionner à un moment donné, d'avoir ce petit déclic, se dire tiens, j'aimerais bien agir et j'aimerais bien contribuer aussi d'une façon ou d'une autre. Alors pour Anastasia, le combat ne s'arrête pas là. L'un des derniers, en tout cas, rôles d'un designer ou d'une designeuse féministe, c'est aussi réfléchir à une création d'une communauté. J'aime beaucoup le terme que l'on m'a appris il y a à peu près 2 ans et demi, je crois. Avant, je ne l'utilisais pas du tout. On parle beaucoup de la fraternité en France. Mais il y a le terme qui est propre aux femmes qui s'appelle la sororité. Et je pense que dans le domaine du design, il est important de créer cette communauté sorore, cette communauté d'entraide, cette communauté d'écoute, cette communauté de confiance
où je peux m'ouvrir, en tout cas, à avoir davantage de femmes autour de moi, de femmes de minorités de genre, de personnes tout court qui peuvent à un moment donné vivre la même expérience que moi ou vivre les mêmes difficultés que moi. Et c'est dans cet espace de confiance-là que je peux m'exprimer, que je peux me développer davantage en s'appuyant sur les recherches, en s'appuyant sur les expériences, en s'appuyant sur les dollars aussi peut-être des personnes qui m'entourent dans ces espaces-là. À ce sujet, Sororité, médias féministes participatifs, la fondation Aware qui met en lumière les femmes artistes, les Digital Ladies and Allies, un collectif mixte qui œuvre pour l'emploi des femmes dans la tech, ou encore le White Label Project, un projet mettant en valeur les femmes dirigeantes, ne sont que quelques exemples de ces initiatives qui fleurissent un peu partout. Ces collectifs, ces associations, ces entreprises font un travail essentiel. Elles rendent visible le travail des femmes, elles créent ainsi de nouvelles représentations et cela leur permet d'explorer tout leur potentiel. C'est dans ce genre de communauté que non seulement on va pouvoir briser ce qu'on appelle le plafond de verre, ça veut dire des limites que la société nous impose, mais aussi ce qu'on appelle le plancher collant. Ça veut dire les moments où nous les femmes ou les minorités de genre on n'arrive pas à se décoller de ce plancher-là et de s'accorder cet espace et de s'accorder ce droit d'aller beaucoup plus que la société pourrait potentiellement nous permettre. Et quand il s'agit du design féministe, je pense que en tout cas mon premier rôle aujourd'hui serait aussi de soutenir d'autres femmes et minorités de genre et lutter ensemble contre non seulement le plafond de verre qu'il va falloir briser, qu'on est en train de briser, mais aussi se dire que rester sur le plancher collant, ce n'est pas forcément une option lorsqu'il s'agit d'un mouvement et d'une résistance. Alors, convaincus ? À vos baskets, mesdames, on décolle. Enfin, nous, on vous dit ça, on vous dit rien. On vous met juste la puce à l'oreille. Si vous souhaitez approfondir le sujet du design éthique et de l'inclusion, on vous recommande de lire l'ouvrage « Femmes invisibles, comment le manque de données sur les femmes dessine un monde fait pour les hommes », un livre de Caroline Criado-Pérez. Quant à celles et ceux qui auraient la fibre anglo-saxonne, vous pouvez vous plonger dans Extra Bold, Feminist, Inclusive, Anti-Racist, Non-Binary Field Guide for Graphic Designer, un livre écrit par Hélène Lupton. Je suis Sophie Comte, cofondatrice de Chute Magazine et de Chute Radio, et je suis ravie d'avoir prêté ma voix à Swarma. Ce podcast a été écrit par la journaliste Nolwenn Mogwen. Nous remercions également notre sponsor, l'assureur AXA. Pour écouter les prochains épisodes, tapez la puce à l'oreille dans votre plateforme d'écoute et même Chute Radio pour découvrir toutes nos émissions. À bientôt!